Bienvenue dans l'Actu en 7, le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sur nos ondes. La semaine s'est ouverte sur une note de grande tristesse. Le pape François est décédé ce lundi de Pâques, jour symbolique dans la tradition chrétienne. Une disparition qui a suscité une vague d'émotions aussi bien à l'international qu'au Bénin. Retour sur les moments forts de son pontificat, les hommages rendus et les prochaines étapes définies par les tests de la curie romaine concernant ses obsèques et sa succession. L'annonce du décès du pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, tôt ce lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques à l'âge de 88 ans, a plongé toute la classe politique et religieuse mondiale dans une profonde consternation. Sous le choc, plusieurs personnalités ont réagi à travers des témoignages poignants qui révèlent tout le sens de l'humanisme qui caractérise l'homme. Selon le président français Emmanuel Macron, l'homme tout au long de sa vie s'est battu pour plus de justice. Durant tout son pontificat, il a été aux côtés des plus vulnérables, des plus démunis avec beaucoup d'humilité et un sens particulier de l'autre en période de crise. Il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. Le président français a par ailleurs adressé ses condoléances à la communauté catholique du monde entier. Le gouvernement du Bénin, quant à lui, le président du Parlement béninois, Louis Vlavonou, n'est pas aussi resté indifférent face à cette triste nouvelle. Pour lui, le pape fut une figure d'humilité, de justice sociale et de fraternité humaine. Son engagement en faveur des plus démunis, son message de paix et sa constante invitation à la miséricorde divine resteront gravés dans la mémoire collective de l'humanité. Par l'entremise du ministère des Affaires étrangères, a aussi exprimé toute son émotion après le départ du pontife de 88 ans. On pouvait lire sur sa page Facebook « Nous nous associons à la douleur de l'Église catholique et rendons hommage à son héritage de paix et de compassion », a indiqué le ministre Adjadi Bakari. Que son âme repose en paix. Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, le pape François a toujours mis l'accent sur les questions de pauvreté, d'inégalité et de droits de l'homme. Par exemple, sa visite en Irak en 2021 a été un symbole fort de paix et de réconciliation dans une région dévastée par les conflits qui est l'un des aspects marquants de son pontificat et son engagement envers les plus vulnérables. Il a souvent mis en lumière les conditions de vie des migrants, des réfugiés et des personnes vivant dans la pauvreté. En 2015, il a lancé l'initiative La Journée mondiale des pauvres qui vise à encourager les personnes vulnérables, fragiles à vivre un moment extraordinaire et fondamental de prière, de paix et de joie dans leur vie. Il a également, à un moment clé de son pontificat, invité les croyants à pratiquer la compassion et le pardon. Le pape François a été un fervent défenseur de l'écologie intégrale. Son encyclique Laudato Si, qui signifie « Loué sois-tu », a non seulement alerté sur les dangers du changement climatique, mais a aussi proposé une vision globale, soulignant que la crise environnementale est liée à des injustices sociales. Il appelle à une conversion personnelle et collective, encourageant chacun à prendre des mesures concrètes pour protéger notre planète. Dans le domaine du dialogue interreligieux, son historique rencontre avec le grand imam d'Al-Azhar Ahmed El-Taïb en 2019 a marqué un tournant significatif. Ensemble, ils ont signé un document sur la fraternité humaine, promouvant la paix et la coexistence entre les religions. Ce type d'initiative démontre son engagement à construire des ponts entre différentes cultures et croyances, un aspect crucial dans un monde souvent marqué par des tensions religieuses. Les voyages du pape François en Afrique furent mémorables et historiques, témoignant de son respect et de son intérêt pour l'Afrique. Rien n'illustre peut-être mieux ses voyages que sa première visite africaine en 2015 au Kenya, en Ouganda et en République centrafricaine. L'une des questions sensibles qu'a abordé le pape
a été celle de l'homosexualité. Le 18 décembre 2023, dans une déclaration publiée par le Vatican, le pape François a approuvé l'ouverture de la bénédiction aux couples homosexuels hors liturgie. Cette approche, considérée comme révolutionnaire, a donné lieu à beaucoup d'interprétations. En résumé, le pape François incarne une vision d'une église ouverte, engagée et en dialogue avec le monde. Ses activités et ses messages continuent de résonner, invitant chacun à réfléchir sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à un monde plus juste, plus noble et plus solidaire. Son héritage se construira à travers sa capacité à inspirer des changements positifs, tant au sein de l'Église et au-delà. Conformément à la réforme qui s'inscrit dans la nouvelle constitution apostolique intitulée Predicat Evangelium, publiée le 19 mars 2022 et qui est entrée en vigueur le 5 juin 2022, après la mort du pape, la durée des obsèques est de 9 jours et le délai pour organiser un conclave qui élira un nouveau souverain pontife est compris entre 15 et 20 jours. Le caméling fera office de pape par intérim, chargé de gérer l'Église jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontife, avec des pouvoirs nettement réduits et surtout administratifs. C'est le cardinal irlandais Kevin Farrell, préfet du Dicaster, ministère pour les laïcs, la famille et la vie, qui a été choisi pour ce poste en 2019. Tous les plus hauts responsables du gouvernement de l'Église, c'est-à-dire la curie romaine, doivent se démettre de leurs fonctions à la mort du pape. Seul le cardinal Caméling reste en poste pour administrer les affaires courantes de l'Église. Le deuil dure 9 jours. La date des funérailles et de l'enterrement est fixée par les cardinaux. Le déroulement du vote pour élire le nouveau pape est régi par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, éditée par Jean-Paul II en 1996. Tous les cardinaux âgés de moins de 80 ans peuvent participer au scrutin secret. La plupart des cardinaux participants dormiront dans un hôtel du Vatican, derrière la basilique Saint-Pierre. Ils n'auront pas le droit de communiquer avec le monde extérieur, pas de téléphone, pas de télévision, pas d'internet, pas de journaux. Ils ont besoin d'une majorité d'au moins 2 tiers plus 1 pour élire le nouveau pape. Le scrutin peut donc se dérouler en plusieurs tours étalés sur plusieurs jours. Une fois l'élection terminée, on demande au nouveau pape s'il accepte, puis quel nom il souhaite prendre. Le doyen du collège des cardinaux monte sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre pour lancer « Nous avons un pape » en latin. Le nouveau pape apparaît alors et donne sa bénédiction à la foule présente sur la place. Et c'est le processus qui sera observé les tout prochains jours suite au décès du pape François, rappelé à Dieu, tôt dans la matinée de ce lundi 21 avril 2025, après 88 ans de vie terrestre. Le pape François avait révélé fin 2023 qu'il souhaitait être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome, plutôt que dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, une première depuis plus de 3 siècles. De la sphère religieuse, nous passons au terrain politique. Les récentes déclarations du député Ordena Ladatin sur le code électoral ont provoqué quelques réactions au sein de l'opposition. En réponse, le ministre conseiller à la justice a échangé avec les élus locaux d'Abomey-Calavi pour clarifier certains points et apaiser les tensions. Le mardi 8 avril,
Le député Orden Aladati a animé une conférence publique centrée sur les enjeux du code électoral et la réforme du système partisan. Une sortie qui n'a pas laissé indifférentes les forces politiques de l'opposition. En réponse, les membres du cadre de concertation des partis d'opposition ont organisé une conférence de presse afin d'exprimer leur position face aux propos tenus par le député. Nous avons eu une surprise très désagréable suite à la sortie du député Orden Aladati, président de la commission des lois, qui, au lieu de reconnaître les failles de la loi, s'obstine à défendre ce qui n'est ni juste ni applicable. Il expose à la face du monde que c'est fastidieux de recopier les procès-verbaux de compilation des résultats d'arrondissement, ce qui leur a imposé la condition de l'article 93 nouveau du Code électoral, qui ne prévoit pas de copie aux représentants des partis politiques présents. Le conférencier dira que le texte n'a pas été changé au niveau de cet article. Certes, l'article n'a pas été modifié, mais c'est ce qu'on peut appeler un péché par omission. La subtilité est que la Sénat utilise maintenant les résultats de compilation des arrondissements pour donner les premières tendances. Autre Orden Aladati, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, professeur Joseph Fifam Djogbenou, ainsi que le ministre Abdoulaye Biotchane ont également pris la parole à travers diverses interventions publiques sur des thématiques. Pour les membres du cadre de concertation, si plusieurs points méritent d'être abordés, la priorité reste la question du code électoral qu'ils jugent importante et urgente dans le contexte actuel. Et ce qui nous a intéressés dans les différentes sorties que vous avez citées, c'est la question du code électoral. La façon dont des gens ont essayé de dire que le code électoral doit rester tel qu'il est et qu'il est bon. Et celui qui a le mieux parlé de ça, c'est Orden Aladati. C'est pour ça que nous nous sommes occupés de lui répondre. Mais nous ne pouvions pas lui répondre sans parler de sa posture par rapport aux réformes politiques. Nous sommes focalisés aujourd'hui sur toute la bataille qu'il faut mener pour que nous puissions relire ce code avant les élections générales de 2026. Pour nous, même si ce n'est pas une condition rédhibitoire à notre participation à ces élections, c'est une condition essentielle pour garantir la paix, la cohésion dans notre pays. Pour que nous ne puissions pas revenir en arrière, nous ne puissions pas s'aborder les acquis de cette conférence nationale. Et d'ailleurs, au sein de la même mouvance, vous savez déjà que d'autres voix s'élèvent contre ce code-là. La conférence de presse a également été l'occasion d'apporter des clarifications sur l'interpellation d'Apollinaire Wilfried Avoyon, président du parti d'opposition Nouvelle Force Nationale. Rappelons que l'événement s'est ouvert par une minute de silence en hommage aux soldats tombés au front dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Éclairer les élus à la base sur les fondamentaux du code électoral afin de dissiper les malversations. Tel est l'objectif de cette séance du ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures avec les élus locaux de la commune d'Abomey-Calavi. Une initiative saluée par le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Awandjinou. Chef de l'État, qui a vu juste que, maire élu que nous sommes, nous devons être renforcés sur le terrain par rapport aux éclairages à donner à nos populations sur tout ce qui est action du gouvernement, sur tout ce que fait le gouvernement et secteur par secteur, il a nommé des conseillers, des ministres conseillers et qui font très bien le travail. Pour le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, cette séance d'échange va permettre aux élus communaux et locaux d'être outillés afin de porter le message à la base. Je suis convaincu que, comme vous avez su le faire déjà ailleurs, qu'au sortir de ces échanges, chacun de nous ici présents sera comme une bougie allumée qui ira allumer d'autres bougies. Le point essentiel de cette rencontre du ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures Gilbert Déou-Mallet est aussi d'être en contact avec la population et de clarifier ce que dit réellement le code électoral, surtout les articles qui font objet de polémiques. Et mieux, nous avons ciblé les personnes qui ont du monde derrière, ceux-là qui gèrent une partie donc de notre population. Parce que dans les villages, les quartiers de ville,
Si les populations ont des questions à poser, vous êtes les premières autorités à répondre. Les questions de pourcentage dans chaque circonscription électorale et celles relatives au parrainage ont également été abordées au cours de cette séance d'échange. Et pour le ministre conseiller, ces dispositions sont venues à point nommé afin d'empêcher les transhumances politiques. Par rapport au code électoral, qui est le document qui doit nous amener désormais aux élections en 2026, nous avons essayé donc de lever les points dont nous avons essayé donc d'apporter des éclairages à la population, surtout pour ce qui concerne les articles incriminés par les amis de l'opposition qui estiment que ce code est chrysogène et pourrait donc perturber les élections. Nous avons expliqué aux populations qu'il s'agit ici de 20% de ceux-là qui le jour-là se sont déplacés pour aller exprimer leur suffrage. Il ne s'agit pas de 20% de la population, ni de 20% de ceux qui sont en âge de voter, ni de 20% de ceux qui deviennent leur carte d'électeur. Et ça aurait été malhonnête donc, de présenter ça de cette manière. Nous sommes venus restaurer donc, la réalité, la vérité à la population. Les élus communaux et locaux présents à cette séance d'échange sont désormais aguerris pour informer et expliquer les bien-fondés du code électoral à la population à la base. Je le remercie pour l'initiative parce qu'en tant qu'élu communal, il nous faut suffisamment d'informations pour pouvoir informer la population à la base. On pensait qu'on maîtrisait le nouveau code électoral, mais avec la séance d'aujourd'hui, on a encore eu beaucoup d'informations que nous ne savions pas. La première des choses, c'est qu'il faut reconnaître qu'il s'agit d'une bonne démarche, parce que se rapprocher, que les élus, ceux qui sont nommés au haut niveau se rapprochent de la population à la base, c'est une bonne chose. Ça sorti aujourd'hui pour rencontrer les élus à la base dans la commune de Calavi a permis à nous autres de nous informer davantage, de nous informer surtout par rapport au code électoral. Le code électoral voté à l'Assemblée nationale est le document qui va régir l'organisation des élections générales de 2026. Il revient aux acteurs à divers niveaux, autorités locales, acteurs de la société civile, de comprendre les enjeux du nouveau cadre juridique afin d'en faire un usage conscient en prélude aux élections. Dans le même élan de dialogue institutionnel, le ministre Jean-Michel Abimbola a tenu une conférence de presse pour vulgariser la nouvelle loi relative à la chefferie traditionnelle. L'objectif, expliquer aux populations l'esprit du texte et son application dans le respect des us et coutumes. C'est en compagnie du porte-parole du gouvernement Wilfried Léan Rumbedji que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a animé une conférence de presse à Cotonou pour clarifier les enjeux de la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Aujourd'hui, nous avons franchi l'ultime étape de reconnaissance de la chefferie traditionnelle à travers le vote et la promulgation de cette loi historique. Mesdames et messieurs, la loi apporte une avancée significative qui entend faire jouer désormais à la chefferie traditionnelle le rôle qui est le sien dans l'édification d'un Bénin nouveau qui s'appuie sur son patrimoine pour aller à la rencontre des défis contemporains. Le ministre Jean-Michel Abimbola souligne que la loi ne remet pas en cause l'existence des royaumes traditionnels et précise que la réforme vise à structurer et moderniser la chefferie traditionnelle, en lui conférant une reconnaissance légale et en définissant son rôle dans le développement socio-économique du pays. La loi distingue 3 niveaux de chefferie, les royaumes, les chefferies supérieures et les chefferies coutumières, chacune ayant des critères d'identification précis. Cette réforme vise à valoriser et à moderniser la chefferie traditionnelle en respectant sa place historique dans la société béninoise. Nous avons dit que si vous n'êtes ni royaume, ni chefferie supérieure, ni chefferie coutumière, vous êtes ipso facto dans la chefferie communautaire. Donc nous ne découvrons personne. Nous avons mis sur pied dans la commission des sous-commissions qui sont allées dans toutes les régions du Bénin. Et avant de partir, nous avons donné une direction de travail à ces sous-commissions-là.
Cette loi permettra de mieux organiser les autorités traditionnelles, de renforcer leur contribution à la cohésion sociale et de préserver les identités culturelles du pays. Saisissant l'occasion, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Humbedji dira: saluer le courage, il en faut, surtout dans notre contexte. Il en faut pour oser aborder des chantiers aussi délicats que ceux dont relève la chefferie traditionnelle dans notre pays. Et on peut espérer que maintenant que les lignes claires ont été tracées, que tout est définitivement clarifié, on peut espérer que ce soit parti pour de bon. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer l'état de droit et de promouvoir une gouvernance inclusive en intégrant les structures traditionnelles dans le processus de développement du Bénin. Pendant que le gouvernement échangeait avec les acteurs locaux, la diplomatie, elle aussi, était en mouvement au sommet de l'État. Le chef de l'État a reçu en audience 6 nouveaux ambassadeurs venus présenter leur lettre de créance, une occasion de renforcer la coopération bilatérale et de tracer de nouvelles perspectives de collaboration internationale. Nous venons de sortir de l'audience avec le président de la République. Mes collègues et moi-même, mes collègues qui sont nommés aux États-Unis, au Qatar, en Chine, en Inde et au Maroc, comme moi-même, et au Koweït. Nous avons reçu du président de la République les instructions qui nous sont nécessaires pour le bon accomplissement de notre mission. Et le chef de l'État, le président de la République, que nous représentons en premier lieu dans nos juridictions, nous a donné des orientations très claires et précises par rapport à la mission de représentation républicaine qui est la nôtre. Il s'agit de faire en sorte que le Bénin soit promu dans la scène internationale sur tous ses aspects. Aspects culturels, économiques, aspects politiques, aspects éducatifs, aspects touristiques. Il nous revient de faire en sorte que l'image du Bénin soit défendue à l'extérieur où nous représentons le pays. En retour, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que nous soyons des ambassadeurs qui honorent le Bénin à tous égards. Et ça, nous ferons en sorte également que toutes les préoccupations de nos communautés soient les centres d'attention dans le cadre de la mission qui nous est confiée. Et sur le terrain économique, une infrastructure stratégique a été dévoilée aux parlementaires. Une visite a été effectuée au terminal de Sémekpodji dans le cadre du projet d'exportation de pétrole entre le Bénin et le Niger. En parallèle, le gouvernement a présenté les résultats de la mise en œuvre du programme d'action gouvernemental 2021-2026 dans le secteur énergétique. Le laboratoire que voici couvre une superficie de 360 mètres carrés. C'est à une visite guidée de l'ensemble des compartiments du terminal qu'ont eu droit les membres de la délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale. Laboratoire, atelier de maintenance et d'intervention d'urgence, abri des pompes à incendie, salle des générateurs moyenne tension, zone des vannes d'entrée, bref, les députés ont simplement fait le tour du propriétaire. À presque toutes les étapes, Louis Vlavonou et sa suite ont posé des questions sur les mesures de protection, le respect des normes environnementales, l'impact sur le milieu, les populations et les localités traversées par le projet. En cas de panne, comment est-ce que d'une longueur totale de 1980 km, dont 675 km sur le territoire national, le projet de pipeline d'exportation Bénin-Niger est le plus grand projet d'investissement étranger direct dans l'histoire du Bénin, a rappelé l'ambassadeur de Chine dans son adresse à la fin de la visite. Grâce à la sollicitude sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping et Monsieur le Président Patrice Talon,
Les constructeurs du pipeline, tant chinois que béninois, ont œuvré ensemble et surmonté les difficultés pour réaliser la mise en œuvre du projet, tout en assurant l'efficacité et la haute qualité. Jusqu'à aujourd'hui, 18 navires chargés de brut sont déjà partis du terminal de Sémé, avec au total 17 775 700 barils de pétrole brut à bord. Toujours fidèle à la vision de l'écologie du Kanyang-Kanyang et de la sécurité, le projet du pipeline a planté des arbres et forgé des puits tout au long de l'Oléoduc, offert aux populations locales des formations techniques et professionnelles dans divers domaines et pris des mesures rigoureuses pour protéger l'environnement. Avec plus de 2000 emplois directs pour les populations locales, ce projet a aidé le Bénin à former de nombreux talents dans le domaine du pétrole à travers la mise en place des bourses d'études et des programmes de stage. En invitant les députés ce 24 avril 2025, l'ambassade de Chine souhaite renforcer la communication avec l'Assemblée nationale afin de recueillir l'avis des parlementaires sur le développement de la coopération sino-béninoise dans le but d'améliorer la coopération entre les deux pays. Une invitation appréciée par le président du Parlement qui avoue que cette visite a permis à la délégation de mieux appréhender l'ampleur et la complexité liée à l'implantation des infrastructures d'une telle envergure. Plus qu'un simple ouvrage pétrolier, le pipeline Bénin-Niger incarne une vision de développement, une ambition de croissance économique du Bénin et du Niger et une volonté de renforcer les liens de coopération, faisant ainsi du Bénin un hub en matière d'exportation de produits bruts de pétrole. Il s'agit bel et bien d'un projet fédérateur. En notre qualité de représentants du peuple, il est de notre devoir de nous assurer que les initiatives mises en œuvre sur notre territoire contribuent véritablement au bien-être de nos concitoyens et au développement de notre pays. Rappelons que le terminal situé dans la commune de Semenkoji comprend 9 stations au total, dont 6 au Niger et 3 au Bénin, ainsi que 59 salles de vannes, dont 35 au Niger et 24 au Bénin. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 a permis d'engager des réformes profondes dans tous les secteurs, notamment celui du secteur de l'énergie électrique, et d'amorcer la transformation structurelle de l'économie appuyée par des actions à impact durable sur le bien-être des populations. Paulin Akbonan, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, fait un état des lieux des comptes sur le secteur de l'énergie depuis 2016 et invite les Béninois à faire de même. Il y a eu un dispositif de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, mais aussi un dispositif de son évaluation. Tous les secteurs étant touchés, le secteur de l'énergie n'a pas échappé à ces réformes. Et en termes de réformes ou de résultats que je souhaiterais que les Béninois retiennent globalement, c'est en 2016, 0 MW de produits pour 85 milliards de francs CFA. C'est l'état des lieux que je veux que le Béninois lambda retienne. Que 85 milliards ont été investis à Maria-Gleta pour nous donner 0 MW d'énergie. Mais aujourd'hui, depuis les réformes de 2016, on produit aujourd'hui sur les mêmes lieux, avec 118 milliards d'investissements, 127 MW d'énergie électrique. Ça, je voudrais que les Béninois, juste chez eux, comprennent. Et c'est alors qu'on peut constater que simplement, il n'y a pas de cadre juridique réglementaire pour réguler le secteur en 2016. Toujours dans le cadre de l'amélioration du secteur de l'énergie, il présente les réformes mises en place
2026. On peut aussi noter que le Bénin ne produisait pratiquement pas et donc dépendait pratiquement à 100% de l'extérieur pour son énergie électrique. Plus précisément, 95% de l'énergie que nous consommions à l'époque, en 2016, venait de l'extérieur. Donc c'était de l'importation. Ça veut dire que... Et les 5% qui restent? Ça veut dire que ce n'était que la petite production qui se faisait à l'époque. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère où on parle du changement climatique. Et donc, le Bénin, tous les pays du monde s'étaient engagés vers l'énergie renouvelable de grande qualité qui pollue moins l'environnement. Et cette politique n'était pas du tout encore connue en 2016. Ce qui a amené le gouvernement du président Patrice Talon à engager 2 réformes importantes en termes de production. La première réforme, c'est de doter le secteur du cadre réglementaire et institutionnel. La deuxième réforme concerne l'organisation même du secteur en distinguant, en séparant les fonctions qui n'étaient pas compatibles cumulativement. Je veux parler de la fonction de production. La fonction de production est désormais dédiée à une entreprise qui s'en occupe, la Société béninoise de production électrique. La fonction de production est séparée de la fonction du transport. Donc le transporteur national reste la communauté électrique du Bénin, la CEB, qui s'occupe du transport, et la distribution est exclusivement réservée à la SBTCE, entendez Société béninoise d'énergie électrique. Le PAG pour le quinquennat 2021-2026 se fonde sur les objectifs stratégiques du Plan national du développement 2018-2025, les cibles prioritaires de l'agenda 2030 pour les objectifs de développement durable ainsi que les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il est élaboré dans une démarche cohérente, inclusive et participative et se décline à travers des réformes, des projets structurants à poursuivre ainsi que de nouveaux projets planifiés sur la période. Le Conseil des ministres de ce mercredi 23 avril a fixé les prix de cession des engrais pour la campagne agricole 2025-2026 tout en annonçant de nouvelles mesures de soutien aux producteurs. Par ailleurs, face à l'augmentation des cas d'ulcération de jambes, le gouvernement renforce sa stratégie de communication sanitaire. Mesures de soutien de l'État aux producteurs pour la cession des engrais au titre de la campagne agricole 2025-2026. Malgré la hausse des prix des engrais sur le marché international ces dernières années, les contributions de l'État et des acteurs privés de la filière coton ont permis de mobiliser des subventions pour soutenir le prix de ces fertilisants, aussi bien s'agissant du coton que des vivriers, au cours des récentes campagnes. Ils s'élèvent respectivement, ces soutiens de l'État, à 55 milliards de francs CFA en 2022-2023, environ 30 milliards de francs CFA en 2023-2024 et 24 milliards 4 de francs CFA en 2024-2025. Grâce à ces interventions, les prix des engrais sont restés globalement stables et accessibles aux producteurs dans notre pays. Cependant, la situation sur le marché international demeure critique, même avec la baisse relative constatée. De fait, pour la campagne agricole 2025-2026, céder les différentes formules d'engrais au prix réel du marché serait préjudiciable à la production agricole et à la sécurité alimentaire. C'est pourquoi, après les échanges avec les différentes fêtières du secteur agricole, il a été décidé que l'État apporte une subvention de 26 milliards de francs CFA afin de favoriser le bon déroulement des activités agricoles. Cette action déterminante permettra de céder les différents types d'intrants aux producteurs au même prix que lors de la campagne précédente, à savoir engrais NPK, 340 francs CFA le kilo, soit 17 000 francs CFA le sac de 50 kg, au lieu de 21 750 francs CFA. Urée, 300 francs CFA le kilo, soit 15 000 francs CFA le sac de 50 kg, au lieu de 18 750 francs CFA. SSP, 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Par ailleurs, il est à souligner que cette année, la mesure bénéficiera aux producteurs de toutes les catégories et favorisera notamment l'introduction de semences hybrides devant contribuer à l'amélioration de la productivité et à l'accroissement de la production vivrière. Les ministres chargés de l'Agriculture et des Finances veilleront à leur application rigoureuse. Compte rendu de la recrudescence de cas d'ulcération de jambes dans certaines localités du Bénin, à l'instar de plusieurs pays tropicaux. Le Bénin connaît des cas d'ulcères de Bureli. Grâce aux dispositifs de détection et de traitement efficaces mis en place, le nombre de cas est passé de 312 en 2016
à 119 en 2024, soit une baisse de 62%. Néanmoins, il a été observé récemment dans certaines localités du pays des cas de plaies à la jambe en lien avec cette affection ou tout autre. Il se trouve que des malades confrontés à cette situation n'ont pas le réflexe de se rendre dans un centre de santé, considérant que ces ulcérations sont d'origine occulte. Or, ils ont déjà des lésions très étendues avec des comorbidités susceptibles d'entraîner de très longs séjours hospitaliers, la durée moyenne du séjour étant de 120 jours, et des complications graves pouvant conduire au décès. Cependant, il est avéré qu'une prise en charge à temps facilite la guérison, quelles que puissent être les causes des plaies. C'est pourquoi, prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit le ministre de la Santé à l'effet de renforcer sa stratégie de communication relative à ces cas en y associant les relais communautaires pour un recours précoce aux soins dès l'apparition de toute lésion cutanée sur la peau et plus particulièrement des plaies et ulcérations de la jambe. Il veillera également à ce que les agents de santé s'investissent davantage dans la prise en charge des maladies cutanées. L'État a déjà pourvu les hôpitaux, les centres de traitement anti-lèpre et les centres de traitement de l'ulcère de Bureli en personnel qualifié, dont les dermatologues et techniciens supérieurs en dermatologie. La science et la recherche aussi ont été à l'honneur cette semaine. L'INRAB a lancé sa première entrée solennelle plaçant la recherche agricole au cœur du développement national. Dans le même temps, l'École africaine de mathématiques a clôturé sa session avec pour objectif de mieux outiller la nouvelle génération scientifique du continent. Lancement de la première entrée solennelle de la recherche agricole par l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, ce jeudi 24 avril 2025. Basé sur le thème « La recherche agricole au Bénin pour la promotion des filières et le bien-être de la population, enjeux et défis ». Cette cérémonie de lancement est présidée par les ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et Éléonore Ladekanyayi, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Occasion de présenter les résultats des recherches récentes menées dans le secteur, sans oublier les objectifs précis de cette rentrée. Cette rentrée solennelle symbolise non seulement le lancement des projets ambitieux, mais aussi un renouveau dans la manière d'aborder l'année de la recherche agricole. Elle représente également une occasion privilégiée pour l'INRAB de consolider sa collaboration avec l'ensemble des acteurs de la chaîne agricole dans le but de mettre en œuvre des solutions concrètes et accessibles aux producteurs, quel que soit le niveau de structuration de leurs exploitations. Mesdames et messieurs, la présente rentrée de l'INRAB constitue un signal fort adressé à tous les collègues chercheurs quant à leur responsabilité dans l'atteinte des résultats attendus. Mes collègues chercheurs et moi-même sommes pleinement engagés à relever ces défis. De son côté, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a insisté sur le rôle crucial de la recherche pour le développement du secteur agricole. Avant même de venir aux affaires, le président Patrice Talon a placé la recherche au premier plan des préoccupations. Comment vous voulez avoir des innovations sans de la recherche? Comment vous voulez faire des progrès sans la recherche? Il faut d'abord s'imaginer, se représenter ce que l'on veut changer avant d'aborder la chose. Cette démarche dialectique est transversale sur toute l'action du gouvernement et dans tous les domaines, même en diplomatie. À son tour, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné que grâce à ses recherches, l'INRAB se positionne comme un véritable moteur du développement agricole. En effet, à travers ses recherches, ses innovations et ses partenariats, l'INRAB s'affirme comme un pilier important de notre système national de recherche. Et vous l'avez bien dit, dans ce monde profondément bouleversé par les effets du changement climatique, par l'érosion de la biodiversité, par l'accroissement des besoins alimentaires et la pression sur les ressources naturelles, la recherche agricole devient plus que jamais une exigence vitale.
À la fin de cette cérémonie officielle de lancement, une visite des stands agricoles a permis aux participants de découvrir les avancées concrètes de recherche menées. Cette rentrée solennelle a ainsi mis en lumière l'engagement de l'INRAB et des autorités béninoises à faire de l'innovation et de la recherche des leviers essentiels pour le développement agricole. Après 10 jours de formation intensive à l'université d'Abomey-Calavi, l'école mathématique africaine referme ses portes ce vendredi 25 avril 2025. Lancée le 15 avril dernier, cette édition a réuni des participants venus du Bénin et d'autres pays avec pour objectif de renforcer les compétences des étudiants en master et doctorat en mathématiques sur les bases de l'intelligence artificielle. Pour le président du comité d'organisation, les objectifs fixés au lancement ont été pleinement atteints. Et à travers ces cours, les participants ont compris l'interaction entre les mathématiques, la science des données, appelée en anglais Big Data, et l'intelligence artificielle. À travers cette école, les participants ont compris que l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine restent complémentaires. Donc, globalement, les objectifs ont été atteint. Le doyen et la vice-doyenne de la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi expriment leur satisfaction en soulignant que cette école mathématique africaine est historique. J'ai vu qu'il y a eu de très belles communications, des cours de très belles factures. C'est historique. Pour la première fois que nous organisons une école de mathématiques de cette grande envergure, pour la première fois que nous recevons des délégations de très belles factures venues du Sénégal, du Burkina, du Nigeria, de peur d'en oublier. Et pour la première fois de notre histoire, on nous démontre que les mathématiques vont au-delà du cours, au-delà de la craie. On les retrouve dans l'actuariat, on les retrouve dans l'aviation, on les retrouve dans la banque, on les retrouve dans tous les secteurs. Et aujourd'hui même, aucune nouvelle technologie ne peut exister sans les mathématiques. Je remercie l'IMSP, je remercie le décanat FAST. Cette école de mathématiques, de sciences des données et intelligence artificielle, enjeux et défis, ça s'est réalisé à l'université d'Abomey-Calavi, notre université, la toute première université du Bénin. Et l'histoire va retenir que c'est dans la toute première université du Bénin. À l'issue des travaux, des attestations ont été remises aux participants. Quant aux doyens de la FAST, ils ont été récompensés de trophées. Une reconnaissance pour marquer leur contribution dans le secteur. Les regards restent désormais tournés vers 2026 pour la conférence CARI et l'école 100% mathématiques. Coup de projecteur sur la culture, le livre et les arts. Ce 23 avril a marqué la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Un moment pour rappeler l'importance de la lecture dans la construction d'une nation forte et ouverte sur le monde, notamment à travers la maîtrise de l'anglais, la langue des opportunités. Chaque 23 avril, le monde célèbre le livre et le droit d'auteur. Une occasion de valoriser la lecture et de sensibiliser à la protection des œuvres littéraires. Pour les professionnels du livre, célébrer cette journée, c'est mettre en lumière un outil fondamental de développement personnel et collectif. Une manière aussi de valoriser la chaîne du livre, de l'auteur au lecteur. Cette journée marque une fête, c'est une célébration, c'est le jour par excellence où l'écrivain est célébré pour le travail d'esprit qu'il fait. C'est le jour où on reconnaît à l'écrivain le droit qu'il a sur ce qu'il crée en tant qu'œuvre d'esprit. C'est une journée reconnue par l'UNESCO depuis 1995 et la date du 23 avril est choisie à dessein parce que ce jour-là, nous nous souvenons du décès de célèbres écrivains comme Shakespeare. Donc c'est pour nous un moment de saluer leur mémoire et aussi de continuer l'œuvre qui a été la leur, c'est-à-dire permettre à tous un jour d'avoir accès équitablement au livre, à la lecture et à tout ce qui a rapport.
Longtemps jugée marginale, la lecture chez les jeunes semble connaître un regain d'intérêt. Une évolution que saluent les amoureux des lettres qui y voient un signe d'espoir pour l'avenir culturel du pays. Il y a de la création littéraire au Bénin. De Cotonou à Malanville, il y a chaque semaine, chaque mois des œuvres littéraires. Bien entendu, on crée pour qu'il y ait consommation. S'il n'y avait pas de consommation, on ne serait pas inspiré à davantage créer. Donc, avec l'existence des bibliothèques, des clubs de lecture, il y a quand même une pépinière de lecteurs qui est installée. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, nous recevons par mois près de 30 000 lecteurs qui viennent pour se soulager en lisant un livre ou qui viennent toujours pour apprendre un peu plus grâce au livre. Donc pour nous, l'état de la lecture du livre aujourd'hui n'est pas alarmant, contrairement à ce qui se dit. Beaucoup de jeunes, en dépit de la montée des nouvelles technologies, beaucoup continuent à croire que le livre est important et peut changer leur vie. À travers la sensibilisation, la création d'espaces dédiés et des initiatives communautaires, plusieurs efforts sont déployés pour rapprocher le livre des populations. Et nous organisons également des concours d'écriture, des concours de lecture, des concours de dictée. Toutes ces activités-là nous permettent de revaloriser le livre, nous permettent de placer le livre dans le contexte qui doit être le sien, c'est-à-dire le fidèle compagnon de tous les jours. La protection des œuvres littéraires reste un défi. Les professionnels recommandent aux auteurs de se faire enregistrer auprès des structures compétentes pour garantir leurs droits. En tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, quand vous sortez votre œuvre, votre ouvrage, il faut tout de suite aller au Bubedra, vous faire enregistrer. Et cette démarche vous donne la garantie que ce que vous avez sorti comme œuvre, vous êtes le propriétaire. À part vous, si quelqu'un d'autre fait une copie de cette œuvre, vous avez le droit de poursuivre cette personne-là. Je crois que nous devons saluer toutes les structures faîtières qui interviennent dans cette protection-là, le Bubedra, la DAL, la DAC aujourd'hui, qui accompagnent les écrivains pour qu'ils puissent profiter de l'œuvre de leur intelligence. Il est vraiment important de les protéger parce que tout comme le commerçant au marché ou tout comme le menuisier, il faudrait permettre à l'écrivain de pouvoir bénéficier du fruit de son travail. Donc c'est important l'effort que fait le gouvernement. Entre promotion de la lecture et défense des droits des créateurs, le livre demeure un pilier du développement culturel. Cette journée est bien plus qu'un rappel symbolique. Elle invite à l'action. Répandu à travers le monde en ce 21e siècle, l'importance de la langue anglaise n'est plus à démontrer dans un univers en pleine évolution. De nos jours, environ 1,5 milliard de personnes parlent anglais, ce qui équivaut à environ 20% de la population mondiale. Les coachs formateurs et interprètes mettent en lumière l'importance de l'anglais. La journée internationale de la langue anglaise célébrée mondialement, c'est une journée qui permet de montrer l'importance de cette langue qui est utile sur le plan mondial. C'est la langue des affaires, c'est la langue politique, c'est la langue du commerce, c'est la langue de l'éducation. Et cette journée permet de mettre ça en valeur sur le plan échange dans le monde. Maintenant, sur le plan éducatif, je pense qu'on comprend également de l'importance de la langue anglaise, que ce soit dans les pays francophones comme anglophones, et même déjà dans nos universités, pour pouvoir s'inscrire dans certaines facultés, bon, on impose qu'il y ait un certain niveau en anglais. Je crois que cela relève un peu de l'importance que cela représente. C'est juste pour dire, en fait, c'est une langue qui ouvre des portes pour des opportunités sur le plan académique et professionnel. C'est une journée qui rappelle aux uns et aux autres l'importance de la langue anglaise aujourd'hui. C'est l'occasion pour les centres de langue, les écoles et l'ambassade des États-Unis de rappeler aux uns et aux autres que l'anglais n'est pas une langue à négliger et qu'au-delà de son statut linguistique, l'anglais est une clé qui ouvre des portes,
qui offre des opportunités. Il est évident que l'approche d'apprentissage de cette langue est insuffisante et inappropriée dans le domaine de l'éducation au Bénin, ce qui nuit à l'épanouissement des apprenants. Le coach Tamandaro explique. Je dirais qu'il reste à faire parce que ce qu'on remarque, c'est que dans l'enseignement de l'anglais à l'école, la vieille méthode continue d'être utilisée. Et cette vieille méthode consiste juste à apprendre pour les notes, à apprendre pour réussir, pour passer en classe supérieure. Donc cette méthode ne permet pas vraiment à l'apprenant de pouvoir s'exprimer après l'apprentissage de cette langue-là. Et c'est ce qui fait qu'après toutes ces années d'apprentissage, on remarque que les gens sont incapables de tenir une discussion en anglais, de faire une phrase correcte en anglais, ou du moins, quand ils voient un test en anglais, ils comprennent. Mais dès que vous leur balancez à l'oral 2-3 phrases, ils se perdent. Donc cette méthode appelée grammaire-traduction n'est pas appropriée pour l'apprentissage de la langue anglaise. Je recommande simplement qu'on adopte la méthode communicative. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait perdre le temps à nos enfants, à nos frères. Ça ne sert à rien d'apprendre une langue pendant 7 ans. Et plus pour certains qui ont commencé depuis le primaire et d'être incapables de pouvoir placer 2-3 phrases dans cette langue-là. Les coachs formateurs soulignent les opportunités d'apprentissage de l'anglais et incitent le gouvernement à améliorer la méthode et adopter une approche différente pour permettre aux apprenants de s'exprimer dans cette langue. Alors, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est l'anglais doit cesser d'être une matière pour avoir des notes. Même que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau professionnel et tout, on doit penser à rendre l'anglais pratique pour que les gens puissent l'utiliser dans les contextes réels et non simplement aller vers l'anglais quand on a besoin d'une bourse, quand on a besoin de décrocher un emploi. Je dirais à tous ceux qui nous suivent de prendre l'anglais au sérieux, de ne plus considérer l'anglais uniquement comme une langue ou comme quelque chose vers lequel il faut aller quand on a besoin d'une opportunité, ou quand on veut avoir une bourse, ou quand on a besoin d'une attestation. Sachez que c'est une clé qui vous permet d'ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités, de rencontrer des gens. Et donc, c'est un atout à avoir à notre ère aujourd'hui. L'apprentissage de la langue anglaise revêt d'une importance capitale pour qui veut évoluer dans ce monde et voir s'ouvrir devant lui les portes du succès. Il faut notifier que cette journée dédiée à la langue anglaise à l'échelle internationale est d'autant plus célébrée admirablement car elle coïncide avec le décès du dramaturge de la littérature anglaise, William Shakespeare. Enfin, un anniversaire emblématique a rassemblé les amoureux du patrimoine artistique béninois. La célèbre troupe Toa Konu, fondée par Mr. Okeke et Feu Baba Yabo, célèbre ses 60 ans d'existence. Les activités marquant cet événement ont été officiellement lancées pour honorer un héritage vivant de la scène culturelle béninoise. C'est une initiative de Mr. Okeke, seul survivant du duo. La conférence a rassemblé plusieurs personnalités du paysage culturel béninois et autorités étatiques, dont le maire de la ville de Porto Novo. Je voudrais vous dire toute ma joie d'être aux côtés de notre papa, quelqu'un qu'on ne présente plus. C'est le lancement. Il faudrait qu'on s'implique, même si c'est lui-même qui a pris l'initiative. Je voudrais inviter les fils et filles de Porto Novo à saisir cette pêche qui nous tend pour agir, pour contribuer, pour qu'on puisse se mobiliser pour le soutenir. Parce que la célébration que M. Okeke est en train de faire, il le fait en duo et il le fait pour un groupe. Il ne le fait pas que pour sa personne. Le duo Mr. Okeke et Feu Baba Yabo, c'est un parcours impressionnant de 1902 spectacles, dont 48 à l'extérieur. Dans sa prise de parole, Mr. Okeke, l'homme qui a également joué dans l'équipe nationale du Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui, a levé le voile sur sa collaboration avec l'acteur artistique qu'a été Baba Yabo, avant de demander une minute de silence en sa mémoire. Dans les 1902 spectacles, nous avons fait 48 à l'extérieur du Bénin, dans le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Gabon, avec 38 pièces théâtrales. Mon compagnon, Déomon Adjayon Nugo Yiko, c'est son frère comme ça. Mais il fut artiste, dramaturge de haut niveau. Nous allons nous lever pour lui octroyer une minute de silence, que Dieu l'accepte dans son paradis
Cette initiative a été favorablement accueillie par toute personne ayant à cœur la valorisation de nos légendes. Tous, y compris les enfants du feu Baba Yabo, n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur pierre à l'édifice. Jamais sans prononcer le nom de notre papa, le nom de son ami, bien qu'il soit déjà mort depuis plusieurs années, sinon plusieurs décennies. Cela montre qu'il continue de le porter dans son cœur et c'est la raison pour laquelle nous également, les enfants de Baba Yabo, nous portons Papa Okeke dans notre cœur parce qu'il est devenu notre père adoptif. Le festival d'hommage des 60 ans de carrière de Mr Okeke va démarrer le 19 juillet 2025 avec un programme bien défini. Nous avons d'abord le 19 juillet qui est un carnaval, il y a un géant carnaval à Cotonou. Et le 23 juillet à Porto-Novo, qui est un mercredi, un géant carnaval aussi à Porto-Novo. Et la date du 26 juillet, les festivités commencent réellement. Cette journée a été une occasion pour les acteurs de la troupe encore vivants de nous replonger dans l'ambiance identitaire de l'époque à travers une chanson légendaire. C'était l'Actu en 7. Merci de l'avoir suivi.